Nous avons le plaisir de recevoir Ding Elvis Okombi Tsalisang, un homme multicarte, homme politique, homme d'affaires, mais en même temps fonctionnaire de l'État congolais puisque c'est un inspecteur des finances. Ding Elvis Okombi Tsalisang, bonjour. Bonjour Alphonse. Alors, ce qu'on reproche quand même aux hommes politiques congolais, c'est qu'on passe plus de temps à parler politique et jamais de l'économie. Est-ce qu'au sein de votre parti politique, vous parlez parfois de l'économie? Évidemment, je crois que c'est une observation juste. Souvent, l'homme politique congolais n'aime pas tellement parler des chiffres, n'aime pas tellement aborder les sujets de fond. Nous sommes plus dans les sujets politiciens. Voilà, ça permet d'alimenter les débats. Mais parce qu'il faut faire beaucoup de recherches, beaucoup d'études pour aborder des sujets économiques sans tomber dans le ridicule. Voilà. Alors, si on regarde bien le landerneau politique international, vous voyez par exemple avec l'arrivée de Trump, on met en avant l'économie et les business. Mais est-ce que dans le cadre de la situation, par exemple, économique et financière que traverse le pays au niveau de votre parti, par exemple, vous qui êtes un jeune, une étoile montante de la politique congolaise, est-ce que vous en parlez parfois? Mais évidemment, parce que le Congo a ceci de particulier, Monsieur Alphonse, depuis que nous avons eu accès à l'initiative Pays pauvres très endettés, et jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 3 crises consécutives que nous suivons. Alors que nous bénéficions d'un certain nombre de projets avec la Banque mondiale, voilà, il arrive des moments où on essaie de faire sortir la tête de l'eau, mais très vite nous replongeons. Voilà. C'est parce que peut-être qu'on n'arrive pas à aborder les problèmes de fond. C'est parce que les politiques que nous sommes, nous ne nous intéressons pas à ces sujets de fond, qui fait qu'aujourd'hui, je crois qu'on a laissé libre cours à des techniciens qui font un peu de la magie. Et pour vous, les problèmes de fond, par exemple, sur le plan économique, c'est lesquels? Mais les problèmes de gouvernance, d'abord. Ah donc, vous trouvez que la gouvernance, par exemple, économique et financière actuelle, n'est pas à la mesure des attentes de la population, par exemple? N'est pas à l'attente des résultats que nous aurions pu espérer par rapport à la situation géostratégique de notre pays. Voilà. On oublie souvent, ce n'est plus dans le langage commun que le Congo est un pays de transit. Voilà. Nous avons l'un des rares pays à avoir un port en eau profonde dans la sous-région. Pour un homme d'affaires qui est à Kinshasa, voilà, mieux vaut pour lui faire transiter sa marchandise par Pointe-Noire. Voilà. Pour ceux qui sont à Bangui, la même chose. Donc nous avons aujourd'hui un certain nombre d'atouts qui auraient pu faire que nous puissions vraiment réussir le débat, voilà, sur l'émergence 2025, comme on avait dit. Mais il est vrai que nous avons tout fait pour ne pas aborder les questions de fond, alors que, nous pouvons le dire, le Congo a les atouts nécessaires pour que nous puissions faire de ce Congo la petite Suisse, pour ne pas parler comme un homme politique de passage à la tête de l'État avait dit. À la dit dans ce pays. Voilà. Mais il faut quand même noter à toute fin utile que oui, le port en eau profonde de Pointe-Noire est moins compétitif aujourd'hui que par exemple le port en eau profonde de Kribi au Cameroun. Hein. C'est une parenthèse. Est-ce que, en ce qui vous concerne, puisque vous êtes quand même une étoile de la politique congolaise, une étoile montante, avec une autre approche, au sein de votre parti, est-ce que vous pensez par exemple à certifier vos comptes auprès d'un expert comptable agréé comme cela et recommandé à ceux qui veulent vraiment user de transparence? Je vais revenir à la question, mais vous parlez du port de Kribi. Mais le tout dépend du business model que les gestionnaires du port de Pointe-Noire ont par rapport à notre port. Alors, si vous avez l'impression que nous vivons en autarcie, voilà, la politique menée au niveau du port de Pointe-Noire ne tient pas compte des ports aux alentours. Qu'est-ce que nous avons? Quelle est la politique que nous menons pour rendre plus attractif notre port, alors que vous avez les autres? Aujourd'hui, c'est le Bénin a lancé tout un vaste projet pour leur port. C'est ce qui se passe au Cameroun qui rend leur port très attractif. Nous sommes dans une gouvernance approximative. Voilà, il n'y a pas un projet global.
au niveau, pour parler du port, qui puisse faire qu'il y a une ambition affirmée pour dire que nous avons une position géostratégique qui est assez importante, et que si aujourd'hui nous arrivons à mener des réformes, à proposer des coûts des coûts d'exploitation qui soient assez compétitifs vis-à-vis des autres, il est même possible que demain, certains pays puissent vouloir passer par le Congo, parce que nous aurons mis sur la table justement des chiffres qui pourront faire que nous sommes très compétitifs. Alors, la question de la gouvernance des partis politiques, c'est un sérieux problème. D'abord, il faut l'avouer, nous n'avons pas pratiquement tous les partis. On n'a pas une comptabilité avérée. Voilà. Le financement public ne vient jamais. Voilà. Le financement public ne vient jamais. Souvent, les partis politiques fonctionnent sur la base des cotisations statutaires ou extra-statutaires, mais il faut bien le dire, que le Congolais ne cotise pas. Il faut bien l'avouer. Mais souvent, c'est la poche du président. Voilà. Ou bien d'un certain nombre de cadres qui sont nommés à des hautes fonctions, qui essaient de voir au coup par coup comment faire fonctionner ces instruments de conquête du pouvoir. Donc, je vous avoue que c'est très difficile de pouvoir, dans ce cas d'espèce, essayer de mettre une certaine gouvernance plus appropriée dans la gestion des fonds qui transitent dans les partis politiques. Alors, si je comprends bien, ça veut dire que c'est Monsieur le Président digne Elvis Okombi Salisson qui supporte les frais de fonctionnement, par exemple, de l'UMP. Au moins 70%. Mais pour la suite, vous avez des élus, voilà, mais qui cotisent difficilement. Les Congolais, c'est bien, avant qu'ils soient élus ou nommés, ils ont les bonnes intentions. Voilà, mais une fois qu'ils sont à la conquête, une fois qu'ils sont assis dans les fonctions électives ou nominatives, ça devient tout un problème. Voilà, mais c'est la triste réalité que nous avons. Voilà, aujourd'hui, pratiquement tous les partis politiques sont financés exclusivement par les gestionnaires de ces partis politiques. Est-ce que pour vous, qui êtes quand même une identité à part entière du point de vue de votre capacité de mobilisation, je ne rentre pas là dans la sphère politique, mais il faut le reconnaître, est-ce que vous ne prêchez pas par une autre approche en disant « je veux être transparent, je fais certifier mes comptes auprès d'un expert comptable agréé » pour donner comme une leçon de gouvernance financière d'un parti politique à certains de vos camarades? Je crois que nous sommes en ce moment dans une autre approche. Oui. Nous sommes en train de créer les conditions de l'autofinancement du parti à travers des unités créatrices de revenus. Ah d'accord, Voilà. C'est très bien. Lesquelles par exemple? Déjà, nous sommes de l'agriculture, dans plus de 3 départements. Voilà. Et en ce moment, nous sommes dans 2, 3, 4 projets qui verront le jour d'ici là, mais qui sont issus justement des levées de fonds que nous avons pu lever à l'intérieur du parti, à travers les élus, à travers les cotisations statutaires d'un certain nombre de cadres, et nous avons pu réunir un capital. Voilà. Et sur la base de ce capital-là, nous sommes en train de nous engager à rendre le parti autonome du point de vue financier. Parce que le plus dur, M. Alphonse Ndongo, c'est pendant les périodes électorales. Oui. Voilà. Si vous n'avez pas une réserve d'argent, souvent vous arrivez aux élections, vous n'avez absolument rien du tout. Et souvent tout le travail que vous avez fait pendant 5 ans, de préparer les cadres aux élections, vous arrivez, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez même pas la possibilité de financer de l'argent. Vous n'avez pas ici des partenaires qui sont capables de financer des partis politiques. Voilà. Ceux qui peuvent le faire, c'est avec beaucoup de conditions, mais qui ne sont pas acceptables, il faut bien le dire. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une autre approche, voilà, où nous voulons vraiment donner une certaine autonomie à l'UMP en tant que parti politique. Mais je crois que les sociétés ou les structures qui sont créées en ce moment-là vont avoir une comptabilité certifiée par les cabinets comptables et tout le reste. Alors, s'il y a une question que on peut bien se poser, est-ce que ce que vous êtes en train de transposer à travers des mouvements que vous avez organisés, hein, des mouvements que vous avez mis en place, notamment génération auto-entrepreneuriat, par exemple, avec le Bokoya Patriarche, Matissa Affaires,
comment est-ce que, d'où est venue cette idée pour pouvoir juguler justement certainement la pression sociale, parce que si on voit bien, vous jouez un rôle de tampon sur le plan social et économique de personnes jugées comme vulnérables, notamment en milieu jeune, mais aussi les femmes. Est-ce que vous pouvez nous exposer comment est-ce que vous en êtes arrivé là au point de faire des émules pratiquement sur le plan de la mobilisation? Non, nous sommes partis sur le principe d'organiser ce que nous avons appelé le dialogue intergénérationnel. Oui. Voilà. Décentralisé. Voilà, le dialogue intergénérationnel qui s'est organisé à Brazzaville a eu des recommandations et des conclusions. Et parmi les conclusions que nous avons eues, c'est qu'il y avait deux problématiques que nous avons. D'un côté, nous avons une population, selon le RGPH, qui est à près de 76% des jeunes. Oui. Voilà. Et il se trouve que près de 40% de ces jeunes sont des chômeurs. Voilà. Il y a plus de 20% des jeunes qui sont en décrochage scolaire. Voilà. La fonction publique ne pouvons pas absorber tout le monde, ni encore le secteur privé. Voilà. Donc nous avions deux viviers à utiliser. Nous avons l'auto-entrepreneuriat d'abord, et puis la possibilité de donner des métiers à des jeunes qui sont dans le décrochage scolaire, ou encore de donner une deuxième formation à des jeunes qui ont déjà une formation initiale, mais qui ne sont pas employables. Voilà, donc c'est pour cela que nous avons demandé ce que nous appelons la responsabilité sociétale des entreprises, lors du dialogue intergénérationnel, pour demander à des partenaires privés, à des mentors, pourquoi pas, à ceux qui avaient la possibilité de financer les jeunes, pour leur dire que nous avions là une possibilité, voilà, de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Et de façon que ces jeunes qui sont dans le besoin, qui seront demain auto-entrepreneurs parce qu'ils ont déjà un métier, ou pour les autres, la formation pour ceux qui ne sont pas formés, ou la mise en incubation de ceux qui ont des projets, ça permettra évidemment d'arriver à la conclusion que vous avez tenue, de pouvoir baisser la tension sociale dans le pays. Voilà. Donc c'est cette base-là que le dialogue intergénérationnel a conduit à la création de ce que nous appelons aujourd'hui la génération auto-entrepreneur, qui a deux piliers, comme je disais. Il y a le financement des auto-entrepreneurs, mais aussi un grand travail que nous faisons avec la formation en métier de beaucoup de jeunes. Alors, si on comprend bien, vous êtes basé sur les statistiques produites par le récent recensement général de la population. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans cette entreprise que vous avez menée, il manque certainement des identifications, des classifications dans l'approche des données, c'est-à-dire comment est-ce que vous avez fait pour quantifier, par exemple, des jeunes qui ont besoin du soutien que vous leur apportez aujourd'hui? Nous avons travaillé sur la base de beaucoup de documents. D'abord, M. Alphonse, beaucoup de gens ne savent pas que le chef d'État a mis en place tout un écosystème. Voilà. C'est lequel? Un certain nombre de structures, voilà, qui permettent aujourd'hui, qui font beaucoup d'études. C'est-à-dire des structures d'appui à la réinsertion, des jeunes et tout ça. Mais qui souvent aussi n'ont pas parfois des statistiques fiables, hein, vous le savez bien, Monsieur le Président. C'est un autre débat. Alors, donc, souvent avec des partenaires, la Banque mondiale ou bien les autres partenaires au développement, nous avons beaucoup d'études qui ont été menées. Voilà. Et ce qui est même surprenant, c'est comment nous n'arrivons pas à trouver des solutions, puisque nous avons des partenaires qui nous aident juste parfois à mener ces études. Ça, c'est d'abord le premier volet. Le deuxième volet, c'est que nous ne travaillons pas au hasard. Oui. Nous travaillons avec ces structures de l'écosystème. Par exemple, dans le cadre des artisans, nous avons travaillé avec la Direction générale de l'artisanat et l'Agence de l'artisanat. Nous avons travaillé avec la CPCE, nous avons travaillé avec le FIGA, nous avons travaillé avec tout ça. Donc, c'est ces données-là rassemblées qui nous permettent de savoir que dans tel domaine, voilà ce que nous allons faire. Dans tel domaine, voilà l'option que nous prenons. Pour les femmes, par exemple, qui sont dans les marchés domaniaux, oui, nous travaillons exclusivement avec les comités de marché. Voilà. Les études sont menées d'abord au sein des comités de marché. Voilà. Vous avez des données qui sont ramenées au niveau de la structure centrale et c'est sur la base de ces structures-là que nous travaillons. En ce qui concerne les jeunes, nous faisons ce qu'on appelle les appels à projets. Voilà. Les appels à projets qui viennent au niveau de la GAE, que nous transmettons au niveau d'une structure privée qui s'appelle Ecolab.
Voilà. Oui. Et c'est Ecolab qui fait le travail de sélectionnement, de formation, de mise en incubation. Et c'est à la fin de la mise en incubation, fait par Ecolab, que nous reprenons les meilleurs projets, que nous essayons de faire de la levée de fonds avec les partenaires pour voir comment financer ces jeunes. Donc c'est un tout, mais il y a beaucoup de partenaires, souvent invisibles, qui agissent dans le processus. À l'état actuel des choses, combien de jeunes avez-vous déjà amené à s'insérer dans ce projet de génération auto-entrepreneuriat, par exemple? Alors, nous avons 3 types de jeunes. Nous en avons ceux que nous renforçons l'outil de travail. Voilà, vous savez, M. Alphonse, on peut avoir dans ce pays des très bons mécaniciens, mais qui sont obligés de parcourir des kilomètres pour aller louer les clés pour travailler. Voilà. On peut avoir aussi des modélistes, des couturiers qui ne travaillent qu'avec des machines qui ne sont pas électriques, ce qui ne leur permet pas de développer leur affaire. On peut avoir ici, dans le même cas de figure, les électriciens, les plombiers, mais tous ces jeunes-là. Alors, nous avons identifié ces jeunes qui sont dans les métiers. Je pense qu'au stade actuel... C'est-à-dire ceux qui sont déjà actifs. Actifs dans les métiers. Je pense que nous sommes déjà près avant les chiffres de la Boinza que nous partons la semaine prochaine, nous étions déjà à 9780 jeunes déjà dotés en matériel. C'est-à-dire, ça c'est à Brazzaville. Non, dans tous les départements. Dans tous les départements, hormis la Boinza. Non, dans le département où nous sommes allés, hormis la Boinza que nous partons la semaine prochaine. Voilà. À côté de ça, nous avons les femmes des marchés d'Omagno. Oui. Voilà, de Brazzaville, nous avons intervenu à Brazzaville, je crois, nous avons intervenu à Dolisie, je crois, dans les plateaux, nous sommes à 4000 femmes qui ont été identifiées et financées. Voilà. Et là, nous sommes financées à hauteur chacune de 50 000 francs. À partir de 50 000 francs. À partir de 50 000 francs. Voilà, en fait, 50 000 francs. Parce que nous sommes partis sur le principe d'une étude, Monsieur Alphonse, c'est que la maman qui vend le poulet au marché, voilà, il y a des mamans parfois, quand elle arrive le matin, elle achète un carton de cuisse de poulet, elle finit de vendre son carton de cuisse de poulet, elle repart encore acheter un carton. Avec le fruit de la première vente. La première vente. Mais combien coûte un carton de cuisse de poulet? On était sur 9 000, 12 000. Voilà, donc nous nous sommes dit, si nous prenons 50 000 francs par exemple, ou 100 000 francs donnés à cette maman, elle est capable d'acheter 10 cartons, de s'asseoir un matin, de vider les 10 cartons, et le soir, elle peut avoir de l'argent qui va permettre à cette maman d'éduquer ses enfants à la maison. Parce qu'il faut l'avouer, que, entre autres raisons qui fait qu'aujourd'hui nous puissions avoir des bébés noirs dans nos quartiers, c'est aussi un problème de prise en charge au niveau de la première cellule qui est la famille. Donc, une fois que vous responsabilisez ces familles-là, ces mamans-là qui sont dans les marchés, vous aidez indirectement des familles dans la société. Voilà, donc, c'est comme nous disons à la GAE, c'est que ceux qui s'engagent parfois dans le business, ceux qui sont dans l'informel chez nous, n'ont pas besoin de milliards pour faire. Voilà. Ils ont besoin du minimum pour démarrer. Du strict minimum pour démarrer. Donc aujourd'hui, il s'agissait pour nous, et c'est la stratégie que nous menons, c'est de renforcer ce qu'ils font. Voilà. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est un projet qui suscite beaucoup d'adhésion. Ce n'est qu'à voir à chaque fois qu'on annonce l'arrivée de l'AGE quelque part, vous voyez comment les gens se mobilisent parce qu'ils adhèrent à cette stratégie. Est-ce que les gens n'adhèrent pas à cette stratégie juste parce que, bon, ils sont en difficulté, mais souvent, ils savent aussi qu'il n'y a pas de suivi derrière pour vraiment vous rassurer que cet argent que vous remettez à ces mamans à travers le projet Matissa Affaires, par exemple, que cet argent sert réellement à renforcer leurs affaires? Comment vous faites? Est-ce que vous avez des équipes de contrôle? Je voudrais un peu comprendre comment ça se passe. Alors, le contrôle se passe à 2 niveaux. Oui. Voilà. D'abord, au niveau de la GAE, nous avons ce qu'on appelle le contrôle interne. Voilà. Oui. Ce contrôle interne travaille avec les comités de marché. Voilà. Monsieur Alphonse, dans les comités de marché, les mamans qui y travaillent savent que la pire des bêtises que vous puissiez faire, c'est avoir un problème avec un comité de marché. Ils sont capables de vous vendre votre table. Alors, s'ils remarquent que l'argent que vous avez reçu n'a pas servi à l'objet, voilà. Donc, du coup, nous avons des rapports et que nous passons comme ça au pif. On fait comme en audit. On essaie de voir, de tirer au pif comme ça, pour vérifier sur une échelle de
de 20-30% pour savoir si réellement l'argent qui a été décaissé a fait l'objet des achats ou bien des résultats que nous attendons. Donc, je disais qu'il y a le contrôle interne au niveau de la GAE, mais il y a aussi le contrôle qui se fait avec les comités de marché lorsque nous travaillons avec le comité de marché. Mais au-delà de ça, M. Alphonse, nos parents qui sont dans les marchés domaniaux, pour prendre ceux qui sont dans les marchés domaniaux, souvent se sont engagés à faire ces commerces-là par dépit, parce qu'ils n'avaient pas une autre solution pour faire vivre leur famille. Voilà. Donc souvent, quand vous leur accordez de l'aide, ils sont tellement contents que tout ce qu'ils pensent à faire, c'est comme nous disons, c'est de matisser à faire. Voilà. D'augmenter leur capital de façon qu'ils puissent gagner encore un peu plus. Mais je crois que, à l'absolu, on ne peut pas dire qu'à 100%, il n'y a pas d'erreur, oui, mais au moins à 98% dans les financements, quand vous repartez pour vérifier, vous constatez que réellement, ces mamans ont évolué quand même dans ce qu'ils faisaient. Alors, Monsieur le Président, j'imagine que cela nécessite la mobilisation d'importants moyens financiers. Aujourd'hui, si on veut se faire une idée, combien avez-vous déjà injecté dans le cadre de ces projets de soutien aux jeunes et aux femmes? Je n'ai pas le chiffre exact, mais je crois que vous êtes quand même un expert financier, mais vous devez avoir des chiffres. Je crois que nous sommes à beaucoup de centaines de millions. Non. Combien? 200 millions? Un peu plus quand même. Un peu plus de 200 millions de francs CFA. Ah, bah, c'est extraordinaire. Alors, la question qu'on est en droit de se poser, Monsieur le Président, c'est d'où vous vient cet argent? Je sais que vous êtes un homme d'affaires, 200 millions par ces temps qui courent, ça signifie que vous en avez certainement plus. Non, il faut faire la levée de fonds. Lever des fonds. Ce que beaucoup de cadres congolais, c'est l'erreur que nous faisons souvent, c'est que ça soit au plan administratif, au plan des entités publiques ou encore au sein des entreprises privées, nous ne savons pas faire, beaucoup de Congolais ne savent pas faire la levée de fonds. Voilà. Vous avez dans ce pays des structures privées qui sont capables de dire « je suis prêt à mettre 10 millions voilà, pour financer, je prends un cas de figure, 20 jeunes. » Voilà. Et un exemple, par exemple, d'une structure, parce que beaucoup de gens cherchent ces structures. Ils ne m'ont pas donné l'autorisation de la citer. Mais ça rentre dans le cadre de leur publicité quand même, pour le soutien qu'ils apportent à l'économie congolaise, à travers notamment leur SE, ce serait une bonne chose. Non, ils ne m'ont pas donné l'autorisation, mais je pense que à la fin de l'année, nous publierons tous les partenaires. Et voilà. Justement, pour rassurer vos partenaires auprès desquels vous levez les fonds, est-ce que, là aussi, je reviens sur ma question de tantôt, est-ce que vous avez un cabinet comptable qui vous permet de faire le tracking de tout ce qu'il y a comme opération afin de rassurer vos partenaires? Bien sûr, mais entre autres critères pour rassurer les partenaires, c'est aussi la transparence qui doit exister. Justement. Non seulement dans la levée de fonds, et surtout dans la gestion de ce que vous faites. Parce qu'à chaque étape, il faut rendre compte. Voilà. Je crois qu'à ce stade, oui, nous travaillons avec les cabinets privés, les cabinets comptables, qui essaient de faire des rapports au fur et à mesure. Afin de vous crédibiliser davantage. Ben évidemment. Nous rassurons nos partenaires de ce que les fonds qui sont dépensés ne partent pas dans les poches des membres de l'association. Alors, une question qui revient tout le temps, et ça, je m'en voudrais de ne pas vous la poser. On sait que le président Elvis, c'est quelqu'un de très introduit dans des grands milieux de la République. Je vous donne des noms. Hugues Ngolondele, par exemple, peut-être que c'est aussi quelqu'un qui vous soutient. C'est mon grand frère, on a cette relation-là. Raoul Ominga, le directeur général de la SNPC. C'est un aîné, on a aussi cette relation-là. Françoise Joly, la ministre conseillère auprès du chef de l'État. Je pense que c'est une grande partenaire du Congo. Le patriarche lui-même, le président de la République. Oui, je crois. Donc certainement, c'est le président qui permet que vous ayez ces moyens pour soutenir les jeunes. Ce n'est pas une mauvaise chose quand même. Je crois que c'est pas une mauvaise chose. Si le président passe par vous pour aider des jeunes et des mamans, c'est une très bonne chose. Je vais vous surprendre. Je pense que nous venons de bénéficier de près de 5 conteneurs de matériel, voilà, de la part du patriarche.
Ah, ben c'est super. Voilà. Donc, les prochaines opérations que nous mènerons seront par ces conteneurs que nous avons bénéficié, y compris des tracteurs agricoles. Nous avons bénéficié d'un lot de matériel. On peut donc résumer que c'est quand même le président de la République lui-même qui vous soutient. C'est pas une mauvaise chose, monsieur le président Elvis. Pas du tout, c'est pas ce que je viens de dire. Je dis que nous avons la capacité de lever les fonds. Voilà, lever des fonds. Auprès du président de la République. Auprès de tout le monde. Nous faisons des appels de fonds, nous voyons des partenaires, nous voyons des entreprises. Voilà. Nous avons aussi fait des demandes par-ci par-là. Il y en a ceux qui répondent positivement. Et dans le cas d'espèce du patriarche, nous avons reçu près de 5 conteneurs de matériel destinés à doter les jeunes Congolais d'un certain nombre de kits. Et puis voilà. Donc nous continuons à travailler. Donc demain, si M. Alphonse Ndongo veut être un partenaire, nous on est preneurs. Malheureusement, je n'ai pas des moyens qui me permettent de soutenir les jeunes, mais je les soutiens dans le cadre de ce qui est... Déjà dans la formation. Oui, dans la formation, vous savez, M. Alphonse Ndongo, si vous voulez aujourd'hui avoir un cuisinier qualifié au Congo, il est très difficile d'en avoir. Voilà. Ceux qui sont disponibles sont payés par moins de 150 000 francs. Ils sont bien payés. Donc, entre un secrétaire d'administration qui recrute à la fonction publique et un cuisinier qualifié qui gagne plus de 150 000 francs, je crois que mieux vaut être cuisinier que d'aller s'asseoir dans un bureau. Voilà. Donc, c'est une révolution psychologique que nous devons faire à terme auprès des jeunes pour leur dire qu'aujourd'hui, vous avez des métiers qui sont porteurs, qui peuvent vous faire gagner de l'argent, pourquoi pas, vous faire admettre à une classe sociale supérieure sans rêver chaque matin d'aller à la fonction publique. Je pense, comme je dis toujours, je pense que la fonction publique est devenue une machine à fabrication des pauvres. Voilà, et chaque année, on y met beaucoup de jeunes qui arrivent et qui découvrent par la suite que ce n'est pas une vie de rêve, quoi, d'être fonctionnaire, mais comme je dis, un bon électricien, un bon plombier, voilà, un bon mécanicien. Aujourd'hui, vous avez une voiture, vous savez que c'est difficile d'avoir un bon mécanicien. Nos amis libanais qui sont arrivés se font des centaines de millions rien qu'avec la mécanique. Voilà, donc, si nous arrivons demain à faire une révolution psychologique auprès des jeunes Congolais pour leur dire que être très qualifié dans un métier peut te permettre d'avoir une vie décente, je pense que nous aurons réussi un pari. Mais le seul problème que nous avons, c'est que nous avons un problème de modélisation dans notre pays. Voilà. On n'a pas construit des modèles dans plusieurs domaines. Voilà. On en a créé beaucoup en politique, ce qui fait que, et à la fonction publique évidemment, ce qui fait que beaucoup de jeunes s'imaginent réussir leur vie seulement soit en politique, soit en étant à la fonction publique, mais ils ne savent pas que derrière, vous avez d'autres métiers qui peuvent... voilà quoi. La question que monsieur tout le monde peut être amené à se poser, c'est que oui, c'est bien, le président de la République vous soutient, comme vous l'avez si bien dit, ainsi que d'autres structures, mais est-ce que ce n'est pas avec des calculs politiques en arrière-plan, puisqu'on va vraiment vers l'échéance de la présidentielle de 2026, et donc le projet risque de mourir de sa belle mort après la présidentielle? Bon, je ne pense pas, mais la problématique des jeunes, vous vous souviendrez que déjà, dans ce qu'on appelle le discours du millénaire, le président de la République, donc 99-2000, le président de la République parlait déjà des problématiques des jeunes. Voilà. Après la guerre de 90, après les événements malheureux de 97, le président de la République a mis en place près de 7 institutions pour prendre en charge la problématique des jeunes. Mais dont on ne voit pas l'efficacité, on a l'impression que vous leur faites ombrage aujourd'hui, puisque... C'est juste un problème de management. Voilà. C'est un problème de management, c'est un problème de vision. Voilà. Si vous avez des gestionnaires des structures qui n'ont pas une vision prospective de leur rôle dans la gestion des jeunes, vous comprenez avec moi qu'ils vont gérer les structures des jeunes comme des bons fonctionnaires assis dans leur bureau. Voilà. Comment les autres ont réussi ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui? Nous parlons de la référence du Rwanda. Voilà. Comment la prise en charge s'est faite là-bas? La Corée du Sud. Pourquoi pas? Voilà.
Il y a aujourd'hui des pays qui peuvent nous servir de référence. Comment ils ont fait pour que tous les jeunes qui rentrent dans le processus de maturité puissent sortir soit de décrochage scolaire ou bien de l'école, soit avec une formation ou bien avec un métier, soit en ayant fini ses études en attente d'un emploi. Mais je peux te dire qu'aujourd'hui, nous avons dans notre pays le même écosystème que par exemple qu'en France. Voilà. Nous avons les mêmes structures aujourd'hui. Mais après, le reste, c'est un problème de management. C'est un problème de vision. Voilà. Et c'est ça qui fait que nous ne réussissons pas à atteindre nos objectifs. Quand vous prenez l'exemple du Rwanda, c'est discutable. On sait très bien que ça vient du haut et puis ça descend, n'est-ce pas, dans des zones, dans l'administration périphérique. Oui, pas toujours. Ben oui, on ne peut pas refuser et nier que Kagame est celui qui impulse cette dynamique. Alors chez nous, c'est vrai que le président voudrait bien faire les choses, mais autour de lui, il y a comme des appendices satellitaires qui empêchent toute évolution. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le modèle rwandais ne peut pas s'adapter au nôtre, tenant compte des réalités socio-économiques, culturelles et sociologiques dans notre pays? Mais pas du tout, cher ami. Quand vous avez un président de la République qui a fait le discours de 2009, qui a fait le discours de 2016 sur la rupture, quand vous avez le président de la République qui a dit que le ver était dans le fruit et qui a donné les orientations aux magistrats, ce n'est pas au président de la République de faire le boulot de chacun de nous. Ce n'est pas au président de la République de mettre de la rigueur dans tout ce que nous faisons. Le président de la République montre une vision globale. Voilà ce que je veux de notre société. Pas de corruption, pas de concussion, pas de fraude. Il est même revenu l'année prochaine pour dire quand je parle de rupture, ce n'était pas une vue de l'esprit. Mais on ne voit pas des sanctions. À la maison d'arrêt, il n'y a que des voleurs de poules là-bas. Hein? Mais ce qui tue notre pays, c'est l'omerta. L'omerta détruit notre pays. L'omerta détruit notre économie. L'omerta détruit notre société. Nous nous sommes tous convenus d'être des menteurs, d'être des tricheurs, d'être des voleurs, d'être tout ce que nous sommes. Nous nous sommes convenus sur ça. Alors, je vous prends un cas de figure. Allons-y. La loi sur la déclaration de patrimoine. Pourquoi elle n'était pas publique? Au Sénégal, elle est publique. En France, elle est publique. Si vous partez sur le site, vous pouvez vérifier le patrimoine de ceux qui sont gestionnaires des biens publics. Pourquoi chez nous, ce n'était pas public? Mais parce que dans l'âme, nous sommes des tricheurs. À qui la faute dans ce cas? Mais c'est un problème... c'est un problème qui est plus profond. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'omerta, la loi du silence. Dans les salons feutrés de Brazzaville, tout le monde se plaint de ce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Mais chacun de nous a un voisin qui était hier pauvre, qui le lendemain est devenu riche. Ça n'existe que dans les films. Dans la vie normale, à France, vous savez comment c'est difficile de faire du profit. Voilà. Et prendre ce profit-là et voir à quel rythme vous avez des gens qui construisent des châteaux, vous dites, mais où est-ce qu'ils trouvent cet argent? Il suffirait, Alphonse, que le ministère de la Justice, que le ministère de l'Intérieur, que le Premier ministre chef de gouvernement décide qu'à partir de janvier 2026, que chaque Congolais doit déclarer ses revenus les 3 premiers mois de l'année pour qu'à la fin de l'année, que nous puissions mettre fin à la gabegie. Mais parce que pour la suite, Alphonse, si tu déclares que tes revenus sont d'ordre d'1 million, mais si 6 mois après on te voit acheter une parcelle qui coûte 500 millions, la police administrative t'interpelle. Monsieur Alphonse, vous avez déclaré avoir 1 million de revenus. Comment se fait-il que vous puissiez gagner 200 millions pour acheter une parcelle?
Il vous faut justifier maintenant la provenance de ces fonds. C'est comme ça que les grandes démocraties se sont développées. C'est comme ça que les grandes économies se sont développées. Tant que nous n'allons pas mettre la règle dans la gestion, tant que les petits fonctionnaires au niveau du ministère des Finances vont se croire qu'ils sont au-dessus des autres fonctionnaires, le DG du Trésor a le même statut que le DG de l'artisanat ou encore le DG de la recherche scientifique. Ce sont des DG au même titre. Mais d'où vient-il que, vous savez, une catégorie de fonctionnaires qui pensent que parce qu'ils sont DG dans les régies financières, ils sont au-dessus des autres DG? Mais parce que leur train de vie ne se justifie pas. Il suffit juste que la police administrative dans notre pays fasse son travail. Pour que, le lendemain, que chacun se dise « Ah non, je ne fais plus ». Une question, Monsieur le Président. Vous-même, vous êtes inspecteur des finances. Est-ce que vous continuez à émarger comme fonctionnaire de l'État? Je ne continue plus parce que ma carrière administrative a été bloquée. Voilà. Parce que vous avez embrassé... Je pense qu'aujourd'hui, je ne pratique plus. Voilà. Ah, je ne suis pas affecté, donc je ne peux pas être affecté déjà. Et aujourd'hui, je pense que... Mais on a des idées qu'on peut toujours émettre et tout le reste. D'accord. Vraiment, Monsieur le Président, on a été très heureux de vous avoir sur ce plateau. C'est vrai qu'on aurait bien voulu approfondir certaines questions. Par exemple, je voudrais savoir, est-ce que donc la dynamique que vous avez impulsée à travers Matissa Affaire, le Bokoya Patriarche, est-ce que ça va continuer après la présidentielle de 2026? Nous voulons que ça soit une activité pérenne. Vous êtes sûr que vos sponsors vont toujours vous soutenir après la présidentielle? Il faut créer les conditions que ça continue après la présidentielle. Mais parce que, M. Alphonse, la plus grande menace que nous avons dans ce pays, c'est cette jeunesse-là qui n'a souvent pas d'emploi, d'autres qui n'ont pas de métier et certains qui ne sont même pas formés. Voilà. Une fois, M. Alphonse, j'étais assis avec des amis, il y avait un groupe de jeunes qui étaient assis à côté. Ils faisaient quelque chose de très triste, ces jeunes-là. À chaque fois qu'ils voyaient un véhicule passer, ils disaient « S'il y a un événement dans ce pays, je voudrais piller ce genre de véhicule. » Voilà ce qui se passe dans la tête de nos jeunes. Voilà, ils sont conditionnés, psychologiquement préparés à dire que s'il y a un événement ici, nous allons... La première chose, c'est que nous allons de piller. Le piller. Donc, si nous voulons que ces jeunes-là demain ne soient pas des koulounas, ne soient pas des laissés-pour-compte de la société. Nous devons continuer à les former, à les mettre en processus d'incubation. Nous devons les booster, changer leur mentalité, les pousser à avoir des métiers et tout ça. Alors, on va suivre cela. On verra bien si vous allez poursuivre cette dynamique après la présidentielle, si et seulement si le patriarche ne vous remercie pas en vous nommant ministre. Donc, je souhaite que nous puissions continuer le débat. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Nous avons été très heureux de recevoir Digne Elvis Okombi-Talissan, qui est un homme multicarte, comme je le disais d'entrée de jeu, et qui nous a fait l'honneur de répondre à quelques questions. Eh bien, à très bientôt sur le compte Alphonse Dongo TV. Ok, merci. En tout cas, Monsieur le Président, j'ai été très heureux de vous recevoir ici dans notre bar, même si vous ne prenez pas d'alcool. Très beau concept. Merci beaucoup.